Le commandant s'incline menaçant devant le chef des bandits. Ce dernier le regarde immédiatement avec perplexité, incertain s'il vient d'être sérieusement blessé, car il dégage encore beaucoup d'énergie. Le commandant parle d'une voix effrayante, disant que c'était une chance d'1 sur 1 million et qu'il ne devrait y avoir aucune erreur, même mineure, dans leur plan grandiose. Le chef des bandits s'agenouille immédiatement devant l'homme et implore qu'on lui épargne la vie. Le commandant parle d'un ton menaçant, affirmant que la seule façon de rendre des comptes pour leurs actions est la mort. Ses yeux s'illuminent immédiatement en rouge, son visage s'assombrit. Le commandant place immédiatement sa main sur la tête du chef de gang, et peu après, un son horrible retentit. Les gens autour sont horrifiés et effrayés par ce qui se passe. Le commandant ordonne à ses subordonnés de régler le compte avec le gang qui se tient devant eux et de ne laisser aucune trace derrière eux. Ils répondent immédiatement par un accord bref à l'ordre qui leur a été donné. Immédiatement, des éclaboussures de sang volent dans toutes les directions. En même temps, un homme court à travers un champ de blé. Un vent fort souffle à travers le champ, faisant danser les épis. L'homme se tourne immédiatement vers le chef Van Tol en disant que ces personnes ne sont pas des vagabonds. Il crie immédiatement de toutes ses forces qu'il doit rapporter cette information à la branche Keban. L'homme se précipite immédiatement en avant, coupant l'air et brisant les plantes autour de lui. Dès que le père a fini de lire la lettre, il crie en colère pourquoi ils ne sont pas venus les voir. Il froisse la lettre qu'il vient de recevoir de toutes ses forces. On répond immédiatement au père que la fille a dit qu'elle ne peut pas se marier contre sa volonté. L'homme crie furieusement à son interlocuteur de faire appel aux cieux et de les envoyer au sein de l'Union Shonmu immédiatement. L'homme soupire seulement de fatigue en réponse au père et lui dit que He s'est déjà dirigé vers le lieu de la bataille entre les groupes. L'homme continue immédiatement en disant que la fille a arrangé les choses de manière à ce que la lettre arrive après son arrivée. Le père est simplement furieux à ces mots. Il commence immédiatement à trembler légèrement. Le père pousse violemment la table de côté et crie à l'homme comment il a pu élever ses enfants de cette manière. Mais immédiatement, l'homme se rappelle que le père lui a dit lui-même qu'il élèverait la fille comme une femme guerrière qui représenterait la famille Namgun. Le père répond immédiatement d'une voix calme que rien ne peut être fait, et que puisque Yi ne viendra pas, cela signifie qu'ils doivent envoyer Hyun à l'Union Shonmu. Et voilà, l'homme chevauche joyeusement sur la route vers le palais, les mains croisées derrière le dos. Il était de bonne humeur, sifflotant constamment une mélodie incompréhensible. Mais soudain, il entend un cri fort et injurieux. À ce moment-là, le père réalise que c'était une intrusion. Il saute habilement par-dessus une clôture haute. Le regard de l'homme se tourne vers l'horizon, remarquant des silhouettes familières mais légèrement floues. Il est immédiatement surpris, restant en suspension dans les airs. Dès qu'il touche le sol, il continue à observer 2 garçons qui semblent se battre. Les cris familiers des garçons retentissent immédiatement. Shu crie alors à Son de mettre non seulement de la colère dans son coup d'épée, mais aussi de la tristesse cette fois-ci. À ce moment-là, Shu demande à Son de se rappeler sa récente histoire d'amour et ce qu'il ressentait lorsque le héros principal est mort. Le père lui-même était étonné que son neveu Son soit battu. Immédiatement après la demande de Shu, Son se souvient et se met à pleurer amèrement. Il commence immédiatement à renifler fort, les larmes coulant de ses yeux. Il brandit alors son épée. Étonnamment pour tous ceux présents, l'épée que tenait Son commence immédiatement à étinceler et à briller d'une lumière jaune vive. Son est alors surpris, car l'énergie émanant de l'épée ressemble à une énergie contenue de colère. Tout cela est observé par le vieux père, ce que Chu remarque immédiatement. Dans ses pensées, il se demande pourquoi le vieil homme est là. Chu crie alors à Son de s'arrêter. Le jeune homme esquive immédiatement l'attaque et lève sa main gauche. Son regarde son adversaire avec colère et ressentiment dans les yeux. Il se mord légèrement la lèvre inférieure. Son crie immédiatement et s'exclame que tout allait bien et qu'il aurait pu bien frapper son adversaire à la tête. Le garçon commence alors à agiter son épée dans toutes les directions avec une expression mécontente. Le père est étonné de voir son petit-fils s'enjurer. L'homme se couvre la bouche avec sa main car il est légèrement surpris. Mais le père détourne rapidement ses pensées, car Chu lui demande ce que l'homme fait là. Le père rit maladroitement. L'homme leur explique alors que les entraînements de Chu et de Son lui semblaient si fascinants qu'il continuait simplement à les observer de loin sans les déranger. Chu répond simplement que le père aurait pu venir dans la cour et les regarder normalement. L'homme répond maladroitement que c'est vrai, et entre dans la cour. Il se souvient soudain que c'est aussi sa maison, et il trouve étrange de dire qu'il n'a pas voulu entrer. Le père se tourne alors vers son neveu Chu et lui demande s'il vient d'entraîner son petit-fils Son à l'épée. Chu répond calmement que ce n'est pas possible car, selon lui, ils venèrent de faire un simple entraînement. Cette déclaration étonnante surprit même Son, car son oncle Chu l'avait vraiment formé, et il ne comprenait pas pourquoi il disait de telles choses. En réponse aux paroles de son neveu,
Le père dit à Chu que le style de Son était très différent des fondements habituels de la famille Namgun. Et s'il n'avait pas été formé par quelqu'un d'autre dans cette nouvelle technique, comment aurait-il pu la découvrir et l'appliquer? Cependant, Chu répond calmement que c'est Son lui-même qui a proposé cette méthode, ce qui plonge Son dans la confusion totale. Il était choqué et n'avait aucune idée de ce que son oncle Chu disait. Le père était tout aussi surpris, mais réussit à maîtriser ses émotions. Devant la réaction houleuse de Son, Chu lui dit simplement de se taire car il devenait irritant avec son comportement. Chu sort alors un sabre en bois devant lui et explique que c'était une technique des 7 sens. Le père demande alors avec étonnement ce qu'est la technique des 7 sens. Chu poursuit en disant qu'un jour, Son lui a parlé d'une grande percée qu'il a faite et d'une nouvelle façon d'investir ses sentiments dans son épée. À ce moment-là, Son ne comprenait absolument pas de quoi il s'agissait. Le père réfléchit, car investir ses sentiments dans une épée est une percée énorme. Il rit alors joyeusement, réalisant la signification de tout cela. À savoir, la réalisation que l'épée de la famille Namgun, qui rejetait la joie et tous les autres changements, commençait à changer dès qu'elle entrait dans une nouvelle ère. Mais Chu interrompt immédiatement l'homme dans ses pensées, et lui pose une question, à savoir pourquoi il est venu ici. Cependant, lorsque l'homme commence à répondre à la question posée par le jeune homme, il est immédiatement interrompu. Le serviteur dit alors avec fatigue qu'il y a aussi l'ancien chef ici. Il s'excuse immédiatement d'avoir interrompu leur conversation importante. Mais il y a une affaire urgente. Un homme du filial Keban vient d'arriver. Le père demande immédiatement pourquoi cet homme du Keban est venu. Le serviteur informe alors que quelque chose de grave est arrivé au Keban pendant la nuit. Le père se tourne immédiatement vers son neveu Chu et lui dit qu'ils parleront un peu plus tard, car il a des affaires urgentes à régler. Après les paroles de l'homme, Son dit à Chu qu'il doit aussi partir. Pendant que tout le monde part, Chu réfléchit en lui-même à quel point ils peuvent être semblables même quand ils se retournent pour regarder. Chu a l'idée de faire une promenade dans la rue, car il n'a pas grand-chose à faire. C'est exactement ce que fait Chu. Alors qu'il marche parmi les gens, tous les regards sont rivés sur lui. Il est clairement surveillé. L'un des hommes demande au commandant comment ils doivent procéder. Le commandant pense qu'ils ne savent pas quand ils auront à nouveau cette opportunité, alors il ordonne à ses hommes de suivre Chu. Ces hommes répondent immédiatement à l'ordre et commencent à le suivre. Le commandant leur ordonne de ne pas intervenir tant que Chu n'atteint pas un endroit désert. Une fois là-bas, ils doivent l'encercler et l'emporter immédiatement hors de Hefei. Les gens se mettent à crier de toutes parts que leurs marchandises sont bon marché, voire gratuites. Chu pense à quel point c'est agréable de se promener tranquillement comme ça. Il mentionne qu'à Anpin, c'était compliqué car tout le monde le reconnaissait. Cependant, malgré cela, il ressent un léger manque envers eux. Il se demande comment ils vont tous là-bas. Chu se souvient alors qu'avant de retourner à Anpin pour que tout le monde puisse continuer à vivre en paix comme maintenant, et avant que le chaos ne se répande, il doit faire quelque chose. Mais il est aussitôt distrait par quelque chose de très étrange. Chu remarque dans la foule une personne dont le visage lui semble familier. Il est certain de l'avoir déjà vue. Mais il chasse rapidement ses pensées, car il aurait pu simplement croiser cette personne en chemin. Cependant, alors qu'il s'apprête à entrer dans une librairie, il remarque quelque chose d'anormal autour de lui. En s'approchant, Chu rencontre un vendeur étrange qui offre gratuitement des biscuits. Il invite immédiatement Chu à goûter ses pâtisseries, ce que Chu accepte avec joie, mais il change immédiatement de visage après l'avoir fait. À ce moment-là, Chu comprend parfaitement ce qui se passe autour de lui, car il est facile de remarquer la foule de personnes qui le surveillent alors qu'il prétend ne rien voir. Chu continue à marcher un peu plus loin et remarque un vagabond qu'il reconnaît comme celui qu'ils avaient rebattu presque à mort. Il se demande si cet homme pense vraiment qu'il ne pourra pas le reconnaître s'il porte des vêtements propres. C'est alors que les paroles du serviteur lui reviennent en mémoire, celui qui avait mentionné l'accident au Keban cette nuit-là. Chu réalise immédiatement que cet accident est le travail de ces gars. De manière inattendue pour l'homme à côté de lui, Chu se met à courir rapidement vers lui avec un visage joyeux. Il s'exclame immédiatement sur leur rencontre inattendue. À ce moment-là, toutes les personnes qui suivirent les ordres du commandant étaient un peu surprises et choquées par le comportement suspect de Chu. Chu se précipite alors dans une direction pour échapper aux personnes qui le suivaient. Les gens se précipitent en masse derrière lui, essayant de ne pas le perdre de vue. Quelqu'un crie pour que tout le monde court dans cette direction. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque l'endroit où ils sont arrivés s'est avéré être une impasse dans une ruelle. L'un d'eux dit que Chu a certainement couru autour du coin. Tout le monde commence immédiatement à regarder autour d'eux à la recherche de Chu. Mais soudain, ils entendent une voix derrière eux demandant qui ils sont. Tout le monde se retourne immédiatement vers la voix. Chu continue avec un sourire, disant qu'il est très curieux de savoir pourquoi une foule d'hommes le poursuit. Tout le monde commence à regarder Chu,
assis sur le toit d'un bâtiment voisin, avec étonnement. Il décide de plaisanter en demandant s'il est à leur goût. Il sourit malicieusement. Cependant, les autres ne trouvent pas ces plaisanteries amusantes, et commencent à le prendre beaucoup plus au sérieux en tant qu'ennemi. Shu descend immédiatement du toit, et poursuit en demandant pourquoi ils le suivaient tous comme des rats s'ils ne l'apprécient pas. Chu leur demande s'il était la cible de la nuit précédente. Mais à sa question, il reste silencieux. Chu leur dit ensuite avec un sourire moqueur que d'après les expressions de ces gars-là, il semble qu'il ait eu raison. Mais il leur demande ensuite pourquoi ils ont besoin de lui. Chu remarque également que devant lui se trouvent les restes du gang des 9 dragons, ou ceux qui cherchaient le ginseng vierge, et il se demande s'ils se sont égarés. La bande commence immédiatement à discuter entre eux, demandant à d'autres ce qu'ils devraient faire. Le chef leur dit que le tuer serait beaucoup plus simple, mais il est le fils de l'ancien héritier, donc il est possible qu'ils aient affaire au gouvernement lui-même. Mais avant tout, ils doivent s'assurer de quelque chose, à savoir si le garçon devant eux est Jin Wigan, celui qui a volé le ginseng vierge. Cependant, Chu fait immédiatement une expression perplexe et demande qui est ce Jin Wigan, affirmant qu'ils ont clairement fait erreur d'adresse. L'homme ricane et se demande si le garçon est vraiment innocent. Mais d'un autre côté, pour obtenir du ginseng vierge, il faut atteindre au moins le niveau de la libération du ki, et au-delà, et l'homme ne ressent absolument rien de tel envers ce garçon. En réalité, le corps de Shu avait été formé par le plus puissant maître du Keban. Et cette bande de gars pense-t-elle vraiment qu'elle peut facilement le tromper? De plus, cette bande ne serait pas en mesure de détecter l'énergie spirituelle de Shu de toute façon. Mais s'ils sont venus jusqu'ici pour le ginseng, alors ils doivent avoir un lien quelconque avec le serviteur du chaos. Chu pense immédiatement qu'il n'a pas besoin de se compliquer davantage la vie, et qu'il serait plus facile de les attraper et de tout leur faire avouer. Le chef de la bande s'excuse immédiatement auprès de Shu, affirmant qu'il y a eu un malentendu. Chu soupire avec un sourire narquois et dit qu'ils ne peuvent pas simplement partir comme ça. C'est surtout parce que Chu est très curieux de savoir qui sont ces hommes. Mais à ces mots du garçon, l'homme leur ordonne de l'attraper. Immédiatement après cet ordre, 2 hommes se précipitent vers Shu. Chu décide de ne pas faire appel à ses compétences meurtrières pour les neutraliser. Il sourit malicieusement. Cependant, d'un seul mouvement de jambe, Shu réussit à repousser les 2 hommes de chaque côté. Ils tombent immédiatement bruyamment au sol. Shu leur demande en souriant s'ils le trouvent vraiment si faible. Le chef de la bande se demande comment cela est même possible, comment un garçon sans une once de force interne peut faire cela. En réponse, Shu semble lire les pensées de son adversaire et lui demande s'il est vraiment si surpris. Shu taquine légèrement l'homme allongé par terre et lui dit que maintenant qu'il a attrapé ces 2-là, il en a fini avec eux. Le garçon tourne ensuite la tête vers l'homme et lui demande comment il compte agir, s'il va simplement partir. L'homme est furieux et traite le garçon de bâtard. Shu, de son côté, commence à se demander ce qui se passera s'ils l'attaquent tous en même temps. Mais ensuite, il réalise que d'un autre côté, cela ne devrait pas être trop difficile, et il peut simplement changer la situation à son avantage. Shu se retourne alors vers eux avec un sourire rusé. Il leur propose de passer un bon moment avec lui. D'un geste habile, Shu réussit à soulever l'un des hommes tombés au sol et court rapidement dans la direction opposée à celle de la bande. Les hommes qui se tiennent à proximité se précipitent immédiatement pour le poursuivre, tandis que le chef ordonne également de le poursuivre. L'un des sbires du chef se met à poursuivre Chu, qui continue de courir avec l'homme sur son épaule. L'homme derrière lui lève son épée pour l'abattre sur Chu, mais le garçon le remarque facilement. Chu esquive l'attaque en effectuant une sorte de saut et en avançant, esquivant ainsi l'épée. Chu commence immédiatement à regarder autour de lui et repère une énorme corne près d'un bâtiment voisin. Il se dit que cela pourrait être très utile, car il a déjà quelque chose en tête. Chu tend ses bras avec force et lance le corps de l'homme dans les airs. Lorsque l'homme atterrit, il s'écrase bruyamment sur le toit du bâtiment, faisant voler les tuiles. De là, une onde de choc se propage, témoignant de la puissance de l'impact. Les gens inquiets commencent immédiatement à sortir du bâtiment. Leurs visages sont emplis de peur et de confusion face à la situation. Tout le monde crie que le bâtiment s'effondre et que tous ceux qui se trouvent à l'intérieur devraient sortir rapidement. Entre-temps, Shu a réussi à sauter dans les airs et à abattre la corne du bâtiment avec toute sa force. D'énormes morceaux de bâtiment volent dans toutes les directions. L'endroit où se trouvait autrefois le bâtiment n'est plus qu'un amas de débris. Shu n'a laissé aucune pierre sur pierre. Seul le chef et son subordonné qui avaient réussi à arriver à l'endroit où Shu s'enfuyait peuvent témoigner de cette terrible scène. Shu leur dit alors que c'est tout pour aujourd'hui, et qu'apparemment, ces hommes étaient beaucoup plus rapides que prévu. Shu continua en demandant si le chef est au courant d'une chose. Le garçon se tut immédiatement, et un silence s'installa autour de lui. Tout à coup, une pensée horrible vint à l'esprit du chef. Il s'écria immédiatement « Est-ce que ce garçon devant moi n'est pas un simple garçon comme je le pensais, mais celui que nous recherchions ?»
Chu répliqua immédiatement avec un sourire narquois en disant que cet homme était vraiment naïf et qu'il l'avait suivi jusqu'à Hefei. Son ton changea alors pour devenir plus moqueur, et Chu demanda à l'homme s'il voulait toujours s'amuser avec lui, car il était sûr que l'homme ne manquerait pas de s'amuser bientôt, non seulement avec Chu, mais aussi avec Namgun et Keban. Le regard du chef devint immédiatement menaçant et sinistre. Il était simplement furieux. L'homme attaqua Chu sournoisement, mais le garçon interpréta ces mots comme un compliment. Comme Chu l'avait déjà dit, une fois qu'il serait en contact avec Namgun et Keban, il serait difficile de s'échapper, alors ils devaient se dépêcher de quitter Hefei. C'était la seule façon pour eux d'accomplir leur devoir. Le chef ordonna immédiatement à ses subordonnés d'attaquer Chu, dégainant son épée. Tout le monde se précipita vers Chu à grande vitesse. Chu, pour sa part, pensa ironiquement que peut-être ils voulèrent le tuer pour le faire taire. Chu leva sa jambe d'un mouvement habile et frappa le sol de toutes ses forces. Toutes les pierres se soulevèrent immédiatement de son cou. Les gens qui l'attaquaient commencèrent à couvrir leur visage de leurs mains, incapables de s'attendre à cela de leur adversaire. L'un des adversaires de Chu s'exclama soudainement en se demandant si le garçon pensait réellement qu'il pouvait se cacher d'eux. Mais Chu avait sa propre technique de combat, et les pierres du bâtiment en ruine lui étaient utiles d'une manière différente. Le garçon commença à ramasser de petites pierres dans ses mains. Une fois qu'il eut repris des forces, Chu était prêt pour sa prochaine attaque. Il pensa que lorsque quelqu'un vous dit de courir, il faut courir. À ce moment-là, il lança les pierres sur ses ennemis, les mêmes pierres qu'il avait dans ses mains il y a un instant. Il cria que c'étaient les 12 coupes de la famille Tan. Mais soudain, Chu entendit une voix derrière lui qui criait pour lui dire de se reprendre, car il venait de présenter son dos à son ennemi. Son ennemi poussa immédiatement un cri pour le tuer, et leva son épée tranchante au-dessus de Chu. Mais Chu s'en rendit immédiatement compte et félicita son ennemi pour sa coopération. Mais il répliqua immédiatement qu'il ne serait pas un maître combattant s'il laissait son ennemi le poignarder si facilement. En quelques secondes seulement, son ennemi se retrouva inconscient. Chu était étonné de la facilité avec laquelle cela s'était produit, se demandant si l'homme était déjà mort de ses mains. Cependant, le chef leva son épée pour tuer son propre camarade. À ce moment précis, le visage du chef fut aspergé de sang. Il regarda son adversaire avec colère. À l'esprit de Chu traversa la pensée que cet homme était vraiment une ordure. Chu observa avec étonnement une scène étrange et effrayante. Le chef ordonna de tuer tous ses subordonnés pour effacer toutes les preuves après lui. Tout à coup, derrière lui, Chu entendit la voix du chef qui criait qu'il devait battre en retraite. Le garçon resta là, perplexe, tenant toujours le corps de l'homme par la gorge de sa main droite. La bande commença immédiatement à fuir dès qu'ils eurent tranché la gorge de chacun de leurs partenaires. Chu lâcha immédiatement l'homme et leur dit que s'il continuait à agir ainsi, il ne retiendrait plus ses forces. Chu se précipita immédiatement à leur poursuite à grande vitesse. La bande continuait de fuir devant Chu, qu'il rattrapait avec succès. Cependant, soudainement, Chu s'arrêta car il y avait un homme de plus devant lui, tenant une épée d'où émanait une sorte de magie violette. Chu le regarda pendant quelques secondes et commença à examiner son nouvel adversaire. Son adversaire commença immédiatement à attaquer Chu avec différentes frappes, que le garçon évitait rapidement et habilement. L'esprit de Chu se demanda si son adversaire pensait réellement qu'il pourrait arrêter Chu avec son épée médiocre. Chu jeta immédiatement cet homme sur le côté. Le garçon se fichait de savoir s'il mourait ou non. Il n'était intéressé que par une seule personne. L'homme vola immédiatement au sol avec un bruit assourdissant. Du coin de l'œil, le chef remarqua que Chu les suivait toujours. Le chef et son assistant se séparèrent immédiatement et s'enfuirent dans des directions opposées. Chu pensa que s'il laissait échapper cet homme maintenant, cela lui causerait beaucoup plus de problèmes plus tard. Immédiatement, cet assistant cria à son commandant qu'il y avait quelqu'un devant lui. On leur ordonna immédiatement de ne pas bouger et de tenir toutes les gardes en alerte. Tout le monde sortit immédiatement ses armes, épées, couteaux, battes, etc. Chu se réjouit à l'idée qu'ils auraient pu arriver beaucoup plus tôt. À ce moment-là, il les surnomma Tortues, car ils étaient très lents. C'est alors que Chu décida qu'il pouvait maintenant se concentrer sur la capture d'une seule personne. En même temps, le commandant s'éloignait de Chu et des autres gardes. Le commandant pensa alors que s'il permettait aux garçons de le saisir, leur grand plan serait en grand danger. Mais le commandant se dit qu'il ne pouvait absolument pas se rendre à ce moment-là, car lui et sa bande avaient déjà enduré trop de choses, et il ne pouvait pas tout perdre maintenant. Le commandant lança un objet étrange de couleur noire avec des rayures rouges. De cet étrange objet, de la fumée noire commença à s'échapper, comme de la lave en fusion. Le commandant se retourna vers Chu et lança cet objet en direction du garçon de toutes ses forces. Mais le commandant fut immédiatement surpris de voir que le garçon qui se tenait près de lui avait mystérieusement disparu.
Il ne comprenait pas du tout comment cela avait pu se produire, car il ne s'était écoulé qu'une seconde depuis qu'il avait essayé de s'échapper. Immédiatement après que cet objet rouge de forme sphérique eut volé loin du commandant, il explosa. L'explosion était si puissante qu'elle détruisit tout autour d'elle et provoqua également une onde de choc explosive. Soudainement, pour le commandant, un point de Shu s'abattit sur sa joue, et Shu lui dit qu'il ferait bien de se concentrer sur lui maintenant. L'homme était désorienté et ne put esquiver le coup. Shu prononça rapidement un sort et déplaça sa main derrière lui pour se préparer à sa prochaine attaque. Suite au coup de Shu, le commandant fut immédiatement enfoncé dans le sol, projetant une grande quantité de poussière et de boue dans l'air. Des pierres volèrent également en l'air, et la poussière s'éleva. Shu s'étira ensuite de manière décontractée, et s'adressa au commandant en lui disant qu'il était temps pour lui de se résigner à la situation, car il semblait que ses subordonnés avaient également été sévèrement touchés. En réponse, le commandant lui demanda ce qu'il était exactement. Autour de l'homme, il y avait des taches et des éclaboussures de sang partout. Shu lui posa alors la question suivante. « Pensais-tu vraiment que j'avais caché ma vraie force pendant tout ce temps aux 7 sages ?» Mais Shu secoua désapprobativement la tête, disant qu'il n'était pas très satisfait que ce monsieur lui pose la première question. Il leur dit qu'il suivait la mauvaise séquence et ajouta que la première question était posée par le vainqueur du combat. Le garçon demanda alors au commandant de qui il était, mais l'homme resta silencieux et gisait sur le sol. Shu haussa les épaules en disant qu'étant donné que ce monsieur ne voulait pas répondre à sa question, il n'y avait rien à faire. Le garçon dit alors à l'homme qu'ils étaient les 2 seuls survivants, alors ils pouvaient tranquillement apprendre à se connaître. Le commandant commença lentement à se relever du sol froid et ensanglanté, réalisant que la situation était dans une impasse et que ses subordonnés mettraient fin à leur misérable vie. Le commandant lui-même comprit également qu'il connaîtrait le même sort. Cependant, il savait que même s'il devait mourir, il emmènerait ce jeune homme impudent avec lui dans l'au-delà. Le commandant pointa immédiatement son épée aiguisée vers Shu et se prépara à attaquer. Shu lui dit qu'il connaissait bien ce regard et demanda si l'homme prévoyait de faire quelque chose avant de quitter ce monde. Il ajouta que tout était écrit sur le visage de l'homme. En réponse, le commandant était enragé et furieux dans sa voix, se demandant si tout ce qui se passait n'était qu'une sorte de blague pour ce garçon. En entendant cela, Shu se demanda si Keban et les hommes de la famille Namgun ne les avaient pas encore trouvés. Sachant qu'il avait encore un peu de temps, Shu dit à l'homme qu'il pouvait s'en débarrasser en un seul coup s'il le souhaitait tant. Le commandant, quant à lui, était enragé et furieux face à de telles paroles, les jugeant égoïstes et hypocrites. Se demandait-il vraiment s'il était si sûr de ses propres capacités? L'homme éclata de rire en lui-même, estimant qu'il était impossible de tuer d'un seul coup, et qu'il devait trancher la gorge du jeune homme pour enfin le faire taire. Le commandant réfléchit immédiatement à la manière dont Shu pouvait franchir une grande distance en une seule fois et lui porter un coup mortel. C'était son seul espoir. Le vieil homme jubilait intérieurement, appelant son ennemi à l'action, imaginant déjà comment il enfoncerait son épée aiguisée dans la gorge du garçon. Shu se préparait également à attaquer son ennemi. Il avait une technique de combat qui montrerait certainement à ce monsieur ce que signifie un niveau supérieur. Une force paisible toucha la surface de la terre, la faisant légèrement trembler. La jambe qui fit le premier pas ressentit une dureté rocheuse capable de soutenir les cieux eux-mêmes. Shu retira rapidement sa jambe sur le côté et leva son poing tendu devant lui. Des particules d'énergie bleue et bleu clair tourbillonnaient autour de lui dans l'air. Ensuite, il frappa avec son poing devant lui, fendu l'air avec force. Au moment même où le commandant allait demander ce que Shu avait en tête, et s'il essayait de l'intimider, il fut propulsé en arrière par un puissant coup dans l'estomac. Pourtant, Shu n'avait pas bougé d'un pouce vers son adversaire. Apparemment, l'onde de choc du coup de poing de Shu dans l'air avait propulsé l'homme. Le commandant s'écrasa à grande vitesse contre le mur le plus proche. À ce moment-là, Shu ne pouvait s'empêcher de sourire, sa tentative d'attaque ayant réussi. Une lueur bleu vif apparut au niveau de la poitrine de l'homme. Au moment suivant, une explosion d'une lumière bleue vive se produisit devant Shu. C'était la technique de Shu. Le garçon dit alors au commandant, désormais tout meurtri et mutilé, que c'était une technique assez efficace, et qu'elle était l'art martial oublié de Shaolin, le kung-fu des pas. Le vieil homme gisait déjà sur le sol, éclaboussé de sang. Shu continua en disant qu'il avait dû encaisser des centaines de milliers de coups pour maîtriser cette technique. Après ces mots, Shu s'approcha du commandant, qui gisait en souffrant et en crachant du sang. Shu lui posa la question de savoir ce qu'il allait faire de lui maintenant, car il ne pouvait pas le torturer. Alors il décida de l'emmener d'abord chez les Namgun. Soudain, derrière eux, retentit un cri perçant, demandant à Shu de s'arrêter. L'homme devant eux se présenta comme Pak Song et affirma être le chef de la branche Keban à Hawaï. 2 hommes le suivaient également. Shu répondit simplement avec étonnement qu'il pouvait avoir ce qu'il voulait.
Les deux hommes qui marchaient silencieusement derrière Pak Song se précipitèrent vers le corps meurtri et tentèrent de le soulever ensemble. Chu et Pak Song observèrent la scène. L'un des hommes se tourna vers Pak Song et lui dit qu'il ressemblait beaucoup au méchant décrit par Bom. Pak Song demanda alors à Chu de remettre ce garçon à Keban. Cependant, Chu pensa que c'était simplement une bande de voyous, car ils étaient arrivés au moment opportun. À ce moment-là, l'apprenti de Chu, Song, accourut vers lui et cria en s'adressant à son oncle. En s'approchant de Chu, Song remarqua avec horreur que les vêtements de son oncle Chu étaient très abîmés et couverts de sang. Song se mit immédiatement en colère et demanda qui était l'audacieux qui avait osé lever la main sur son oncle Chu. Il prétendait même avoir maîtrisé le module du chien le plus dévoué en seulement 10 jours. Mais Chu lui donna une gifle, en disant au garçon qu'il était un fripon. Après avoir été frappé, Song leva la voix et demanda à son oncle Chu pourquoi il l'avait frappé. Il se frotta la zone endolorie avec sa main. Chu, avec une expression à la fois amusée et en colère, demanda au garçon s'il en avait eu assez. Song répondit par la négative, expliquant qu'il ne voulait pas dire cela. Pak Song, quant à lui, observait la scène de loin. Son regard se posa sur le commandant, qui était complètement battu, ensanglanté et inconscient sur le sol. Il nota mentalement qu'il ne ressemblait pas du tout à un faible, et que même tous ses camarades avaient déjà atteint le niveau de libération de l'énergie Ki et du tir de l'énergie Ki. Pak Song était très surpris que Chu ait pu se battre seul contre un maître si puissant. Chu se tourna alors vers l'homme et lui demanda pourquoi il le fixait ainsi. À cela, Pak Song s'excuse immédiatement et précise qu'il s'est comporté de manière très grossière envers Chu avec son geste précédent. Ignorant cette excuse, Chu passe immédiatement aux affaires, demandant si le fait que Pak Song reconnaisse également ce commandant signifie que Keban le recherchait aussi. Chu demande alors pourquoi il faisait cela. Pak Song explique immédiatement au seigneur Chu que le gang Gyuhua, qui avait auparavant des liens avec eux, a été complètement éliminé par quelqu'un. Il mentionne que ce terrible acte a été commis par cette bande. Ensuite, il se tourne vers le jeune maître Yu et lui demande pourquoi il a décidé de se battre avec eux. Chu reste silencieux pendant un moment, réfléchissant à ce que Pak Song a essayé de sonder sa propre énergie Ki récemment, et qu'il essaie maintenant d'obtenir des informations de lui. Chu répond alors à Pak Song que, apparemment, il poursuivait quelqu'un d'autre, mais par inadvertance, ils l'ont confondu avec lui. Pak Song demande alors qui ils auraient pu confondre avec lui, mais Chu hausse simplement les épaules et déclare qu'il n'a pas cette information. Chu pense alors que Pak Song pourrait penser qu'il est l'élève du grand maître Jui Bulia, qui dominait même Keban, et qu'il pourrait essayer de l'utiliser facilement. Chu se souvient de son propre maître et se demande pourquoi il ressemblait à un vrai gamin, bien que selon Chu, c'était ce qu'il était. Chu soupire profondément. Pak Song a cependant l'intuition que le seigneur Chu lui cache quelque chose. Mais il ne peut rien y faire pour le moment. Alors il garde ses pensées pour lui. Néanmoins, il y a un avantage à ce que Pak Song se manifeste maintenant. Chu pense que, même s'il a réussi à amener ce commandant dans la famille Namgun et à essayer de découvrir qui se cache derrière tout cela, la puissance actuelle de ce garçon n'est pas suffisante. Il ne peut donc encore rien faire. De plus, ces salauds se cachent et opèrent uniquement dans l'ombre. Il est donc difficile de prédire leur réaction lorsqu'ils découvriront qu'ils sont poursuivis par quelqu'un comme Chu. Si le fait que leur équipe de traque ait été vaincue par un ennemi est révélé, ils pourraient intensifier leurs efforts, ce qui signifie également une pression accrue sur la famille Yu. Cependant, Chu serre le poing et décide que cela n'est pas acceptable. Maintenant qu'il sait que le serviteur n'est pas seulement un être humain, mais qu'ils ont du pouvoir, il doit changer de stratégie pour les attirer dans un piège. Chu eut immédiatement une excellente idée concernant le changement de focalisation sur un autre objet. Son regard se posa aussitôt sur Pak Song et ses amis, qui se tenaient silencieusement. Chu pensa que CS Gassi serait parfait pour détourner l'attention de l'ennemi, et que si CS Fu de Keban était résolu à découvrir un secret, il finirait inévitablement par entrer en conflit avec le serviteur et son armée loyale. C'était ainsi que Chu pouvait gagner un peu de temps pour lui-même. Pour l'instant, sa tâche consistait simplement à envoyer une légère impulsion. La réaction viendrait d'elle-même. Chu leur dit qu'il semblait qu'ils étaient poursuivis par quelqu'un, et que, d'après ce que les gars avaient dit, il y avait quelque chose à propos d'un ciel renversé. Pak Song réagit avec une rage plus ardente que le soleil brûlant dans une chaleur accablante. Il réagit très fortement à ces deux mots. Pak Song exigea immédiatement que le jeune maître transmette son message. Chu répondit immédiatement à Pak Song que cette approche n'était pas la bonne. Il ajouta que non seulement il ne comprenait pas leur position, mais qu'il avait failli mourir. Chu leur demanda de regarder la petite égratignure sur sa main. En réalité, il s'agissait simplement d'une petite égratignure.
Chu se tourna immédiatement vers Son, qui se tenait simplement à côté d'eux, perdu dans ses pensées. Chu pensa dans sa tête que Son devrait immédiatement l'aider, car comment le garçon pouvait-il ne pas comprendre ce que signifiait tirer et pousser? Cependant, Son ne comprenait absolument pas ce que son oncle Chu attendait de lui, tandis que Chu continuait de le regarder d'un air effrayant. Son avait déjà commencé à se demander s'il avait fait quelque chose de mal, ou s'il ressentait une douleur intense. Son essaya de se concentrer parce qu'il était Namgun Son, l'héritier de la famille Namgun, et il avait été brillamment éduqué non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la gestion des affaires gouvernementales et les mathématiques. Il termina sa propre réflexion en criant à Pak Song de cesser, car il mettait leur oncle Chu dans une situation très difficile et embarrassante. Chu pensa qu'ils avaient reformé Son, mais qui leur avait dit qu'il avait réussi? Chu pensa avec irritation que Son n'était rien de plus qu'un simple d'esprit malgré son statut d'héritier. Cependant, Pak Song se tourna de nouveau vers l'héritier, le jeune maître, demandant sa coopération, car il était en jeu la réputation de Keban. Son répondit en criant que cela leur avait déjà été interdit. Chu adressa un regard sévère à Pak Song et accepta finalement, disant qu'il n'y avait rien à faire puisque le chef le lui demandait si gentiment. Pak Song fut surpris par ce changement de réaction. Cependant, Chu devint sérieux et leur dit de ne pas divulguer d'informations sur le fait que le seigneur Chu était également impliqué dans cette affaire. Il leur dit que dès qu'ils recueilliraient des informations sur leurs identités, ils devraient absolument les lui transmettre. Chu poursuivit en leur disant que s'ils acceptaient ces deux conditions, il serait heureux de leur remettre l'objet. Pak Song accepta immédiatement avec un sourire et des étoiles dans les yeux, jurant par son nom. Chu se retourna alors, le visage affichant un sourire rusé et satisfait. Pak Song, quant à lui, était un peu tendu et ne baissait pas sa vigilance. L'un des hommes demanda alors à Pak Song pourquoi il avait l'impression de s'être fait rouler, car le jeune maître Yu n'avait même pas payé pour les informations, et il devait enquêter pour rien. Pak Song se précipita vers lui avec colère, expliquant qu'il n'avait tout simplement pas compris ce que signifiait « ciel renversé ». Pak Song commença à crier que cela signifiait qu'il y avait des gens qui voulaient s'emparer de Murim, ce qui plongea l'homme dans la perplexité. Pak Song poursuivit en expliquant que s'il parvenait à extorquer la vérité du commandant sur quelqu'un qui voulait s'en prendre à Murim, cela les mènerait directement au siège du chef à la résidence principale. Il ordonna ensuite à ses hommes de le suivre et de prendre le corps du commandant, qui était encore inconscient. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée, et Chu se retrouva seul avec ses pensées. Chu était assis sur son lit et réfléchissait au fait que le serviteur aurait dû obtenir une quelconque information dans 6 mois, ainsi qu'à propos du deuxième trésor de Wan Doksam, qui était en prison avec l'Union Chungmu. Mais il se rappela qu'il avait été celui qui avait réussi à obtenir la Vierge Ginseng, ce qui avait changé le cours de l'histoire. Et le plus important, c'était qu'il avait le pouvoir. Alors Chu devait être beaucoup plus prudent qu'il ne l'était actuellement. Il serait sage de supposer que s'il n'avait pas pu obtenir la Vierge Ginseng, il agirait maintenant 2 fois plus vite pour obtenir le deuxième trésor. Mais alors, Chu devrait le devancer et trouver Wan Doksam bien avant lui. C'est ainsi que Chu devait agir encore plus prudemment et plus rapidement pour arrêter le chaos imminent. Son père sauta de joie et ne pouvait pas croire les paroles que Chu venait de prononcer. Selon lui, il allait rejoindre l'Union Chungmu. Le père, par précaution, demanda à Chu s'il plaisantait, mais même dans ce cas, cela serait une blague horrible. Chu répondit que tout ce qu'il avait dit précédemment était sérieux et qu'il voulait rencontrer beaucoup plus de gens et acquérir plus d'expériences précieuses pour lui. Le père accepta et déclara qu'il lui donnerait une lettre de recommandation. Il ajouta qu'il enverrait également un message à Hai pour qu'elle aide Chu. De plus, cela leur permettrait de se voir plus souvent et de mieux se connaître. À ces mots, Chu soupira lourdement, comprenant que son père n'avait pas abandonné son idée. Mais ensuite, Chu changea d'avis et dit à son père qu'il voulait que Son l'accompagne. Son lui-même fut choqué par ces mots, au point qu'il aurait pu perdre ses cheveux sur place. Le père intervint alors et répondit à Chu que sa demande était beaucoup plus compliquée à satisfaire, car Son remplissait déjà ses fonctions d'héritier du pays. Chu réalisa que c'était vrai. Il dit que l'héritier avait une grande responsabilité envers sa famille et que Son n'avait même pas la liberté de ses actes. Cependant, après avoir prononcé ces mots, Chu se leva de sa chaise et annonça qu'il devait encore rassembler ses affaires. Il devait donc partir plus tôt. Son était dérouté par le fait que Chu ne se laissait pas facilement décourager. Le père lui dit qu'il parlerait alors au chef et s'occuperait des préparatifs pour M. Chu. Chu se dirigea vers la sortie de la pièce, tandis que son père continuait à le regarder avec un regard étonné. Chu murmura doucement que, en y réfléchissant, en plus de Hai, il y avait aussi d'autres femmes des 5 collines dans l'Union Chungmu. Les 5 collines sont des femmes qui sont des étoiles montantes dans le monde de Murim,
représentant des sectes justes. Chu se tourna alors vers son père et lui dit qu'il avait entendu dire qu'elles étaient toutes de véritables beautés. Alors il était impatient de les rencontrer.